Bonsoir, bienvenue dans Lundi Soir. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chloé Froissart. Bonjour Chloé Froissart. Vous êtes professeure à l'INALCO de sciences politiques en études chinoises. Et Eva Pils, vous êtes professeure de droit à l'université à Nuremberg. Et vous avez participé toutes deux à l'ouvrage Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui, qui est par ailleurs co-dirigé par Han Cheng. Alors, nous avions eu envie de faire un entretien sur la Chine à la suite de l'entretien que nous avions eu avec Romain Graziani sur les lois et les nombres, qui nous donnait un tableau général du légisme antique et de ses permanences pendant de longues années, de longs siècles, à travers toute l'histoire chinoise. Dans Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui, c'est autre chose qu'on va aborder. C'est la question de la résistance, donc non pas le point de vue du pouvoir, mais le point de vue de ceux qui parlent au pouvoir pour le critiquer, l'amender, le réformer et parfois pour l'abolir. Et il se trouve que c'est un livre particulier parce que les gens qui participent de cet ouvrage, ils sont parfois en danger, en tout cas vulnérables. Ils sont actuellement et aujourd'hui vivent sous un régime qui les réprime. Et justement, la question transversale qui traverse l'ouvrage, c'est celle de comment on fait pour penser et résister en même temps, ou plutôt pour résister quand sa fonction c'est de penser, soit parce qu'on est historien, soit parce qu'on est juriste, soit parce qu'on est écrivain. En tout cas, c'est d'aborder la question de la résistance à travers la question de l'écriture, de la prise de parole et du travail sur l'histoire d'un territoire, d'un pays. Je vais peut-être commencer par vous demander, Chloé Froissart, qu'est-ce que ça veut dire penser en résistance ? Pourquoi vous avez donné ce titre à l'ouvrage ? Et qui sont les personnes qui participent et qui contribuent à l'ouvrage ? Alors, penser en résistance, c'est avant tout refuser la censure du pouvoir. Refuser de laisser dans l'ombre un certain nombre de sujets qui sont considérés comme sensibles et qui font donc l'objet d'une censure en Chine. Notamment la question de l'écriture indépendante de l'histoire, la question du constitutionnalisme, la question des valeurs universelles, de la citoyenneté, de la société civile, la question, qu'est-ce qu'on aborde encore des minorités, bien entendu, des rapports sociaux, des minorités, de la diversité culturelle, religieuse, linguistique, de la diversité des positionnements politiques aussi. C'est donc refuser ces zones d'ombre, et ça veut dire oser les aborder en tant qu'intellectuel et chercheur. C'est d'autre part dire la vérité. S'appuyer sur des faits, sur des données empiriques pour, comme le faisait aussi Václav Havel en Tchécoslovaquie, de contrer le mensonge du pouvoir, l'idéologie. C'est aussi refuser les catégories du pouvoir. Les catégories de pensée, là on peut tracer également une filiation avec un écrivain polonais qui s'appelle Czesław Miłosz, qui pareil dans les années 50 a écrit un livre qui s'appelle La pensée captive et qui déconstruit ces catégories imposées par le pouvoir totalitaire communiste et qui empêche les gens de penser librement, qui enferme la pensée. Et tout si vous voulez, la stratégie du Parti communiste en Chine, comme c'était celle du Parti communiste en URSS et ailleurs en Europe de l'Est dans les années 50, c'est de faire le vide autour de l'idéologie du régime et empêcher que toute autre forme de pensée concurrente puisse émerger, c'est-à-dire des concepts, des outils, des sciences sociales. Et c'est enfin interroger le rapport au pouvoir et affirmer l'autonomie des disciplines
comme le fait par exemple Tse Jong-un, qui est cette historienne également membre du parti, dont le texte ouvre le recueil, et qui rappelle que de tout temps en Chine, depuis l'invention même de l'histoire, au tournant du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, Avec Sima Qian. par Sima Qian, s'est posé la question de l'indépendance de la discipline historique face au pouvoir. Et puisqu'on aborde tout de suite la question des mémoires historiques, il y a quelque chose qui est dit par la personne qui a écrit cet article, donc Si Jong-un, Tse Jong-un, qui est extrêmement intéressant puisqu'elle, en gros, elle voit dans l'écriture de l'histoire à l'époque de Sima Qian une autonomie déjà, une autonomie de l'écriture de l'histoire qui permet, par le contrôle de la gloire future des souverains, en enregistrant leurs actions, de contrôler justement l'activité des princes. C'est-à-dire que, puisque l'écriture historique, l'écriture de l'histoire va enregistrer les faits, eh bien, on veut éviter la perfidie, on veut éviter des choses qui vont nous déshonorer. Et donc, il y a déjà une forme de régulation de l'action politique par l'écriture de l'histoire. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette tradition-là ? C'est de fait un point central du texte que vous avez vraiment lu avec beaucoup de finesse. C'est exactement ça, c'est qu'une discipline historique autonome, indépendante, est conçue comme un contre-pouvoir à celui de l'empereur. Pourquoi ? Parce que dès les origines, l'histoire en Chine est considérée comme un miroir des faits et gestes de l'empereur. Au départ, les historiens sont avant tout des chroniqueurs qui consignent les faits et gestes de l'empereur à des fins d'enseignement pour que les souverains qui vont suivre, les empereurs qui suivront, puissent se référer à ces chroniques et tirer des leçons de l'histoire. Et donc, l'écriture de l'histoire est intimement liée au bon gouvernement. Tirer des leçons des échecs, des succès, de ceux qui nous ont précédés. Et donc, par ricochet, l'empereur sait que les historiens, qui sont également des chroniqueurs, consignent ses faits et gestes, et donc a à cœur, normalement, de bien se comporter pour devenir une sorte de référent, de modèle dans l'histoire, etc. Et donc, l'histoire indépendante est une forme de contre-pouvoir dès le début de l'Empire en Chine, dès le début de l'Empire. Il y a une anecdote qui m'a parlé, donc peut-être on peut l'évoquer rapidement. C'est l'anecdote de ce personnage historien qui refuse de changer un mot dans un mémoire historique, un mot qui veut dire tuer, mais qui a une connotation négative, comme si le meurtre avait été un crime, au lieu d'une connotation justicière, parce qu'il y a deux termes, je ne me souviens plus exactement lesquels, et parce qu'il refuse de changer ce mot au nom justement d'une sorte de de la vérité historique, et il finit exécuté, ses descendants qui reprennent le flambeau aussi. Donc il y a vraiment une sorte de logique du courage de la vérité, et en tout cas le courage du texte, de ce qu'on dit, c'est vrai, et si ça implique la répression, on tiendra quand même. Donc j'ai l'impression que l'ouvrage en général, il porte sur ça, sur un courage du travail intellectuel, de la pensée, et le courage minimal de tenir une vérité, quand bien même il y aurait même la vie en jeu. Absolument. Il y a une dimension, un sens très fort du devoir moral chez ces intellectuels qui a des racines très fortes dans la culture chinoise, et c'est ce qu'on a mis en avant dans la couverture du livre, avec ce caractère tian, qui renvoie au devoir moral de remontrance de tout lettré, du lettré vis-à-vis de l'empereur, qui est de lui dire lorsqu'il se trompe, et de faire valoir la vérité, et de rappeler sans cesse à l'empereur que son rôle à lui, c'est de gouverner dans l'intérêt du peuple. Et pour ça, les intellectuels d'aujourd'hui, comme les lettrés d'hier, sont prêts à mourir
pour ça, pour ce devoir moral, pour faire valoir la vérité. Mais je pense que Chloé, en même temps, il faut réaliser que dans la Chine d'aujourd'hui, il y a des principes libéraux qui sont inscrits dans la Constitution et qui peut-être devraient donner un peu plus d'espace aux écrivains, aux historiens, aux universitaires de dire la vérité au pouvoir, parce que ce n'est pas tout à fait dans un cadre de gouvernance, dans un cadre politique et légal autoritaire. Il y a dans la constitution chinoise maintenant par exemple les garanties des droits fondamentaux. Sauf que, évidemment, ces droits ne peuvent pas être réalisés dans la pratique juridique sur le terrain. Mais ça veut dire que cette idée de contre-pouvoir, je dirais que dans la Chine d'aujourd'hui, dans la Chine actuelle, quand même, il y a d'autres contre-pouvoirs à part du pouvoir des intellectuels, des historiens. Oui. Et puisqu'on parle de vérité, peut-être qu'on peut rappeler d'abord quelques faits historiques récents qui expliquent aussi la situation de pourquoi ce livre, pourquoi il faut penser en résistance en Chine, après tout, peut-être on s'en doute, mais expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Chine, quels basculements se sont produits, la plus récente, au moins depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012 au pouvoir. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui a changé qui fait que c'est de plus en plus difficile de dire les faits? Absolument. L'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, c'est une forme de retour au totalitarisme qui peut être saisi à travers un certain nombre de faits très concrets. D'une part, le retour d'un pouvoir personnel, autocratique, alors que dans la période d'avant qui avait été initiée par Deng Xiaoping dans les années 80, il y avait l'accent mis sur un pouvoir collégial au sein du parti, alors que là, Xi Jinping est véritablement un nouvel égocrate, pour reprendre un terme développé par Lefort, qui s'est accompagné du fait que sa pensée a été inscrite dans les statuts du parti en 2017, ce qui n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que la pensée d'un seul homme fait partie des statuts du parti politique général. Absolument, ça a été le cas sous Mao. Oui. La pensée Mao a été inscrite dans les statuts du parti en 1945, elle a été retirée en 1956 aussi, au moment du 20e congrès du PCUS et de la déstalinisation. Et ensuite, il était fait toujours référence à la pensée des premiers secrétaires du parti, qui sont également les présidents en Chine successifs, mais une fois qu'ils avaient quitté le pouvoir. Là, c'est la première fois depuis Mao qu'un dirigeant suprême voit sa pensée inscrite dans les statuts du parti du temps de son exercice du pouvoir. Puis, il y a aussi également une série d'amendements constitutionnels dont Eva pourra parler, qui a permis notamment de lever un certain nombre de garde-fous à ce pouvoir personnel, notamment la limite de 2 mandats en tant que premier secrétaire du parti et président. Et il y a eu aussi si vous voulez, un accent mis sur la sécurité nationale, qui est devenu un des mots d'ordre premiers du régime, qui se traduit institutionnellement notamment dans une commission nationale, une commission au niveau central de la sécurité nationale. Ce terme de sécurité nationale étant venu supplanter celui de stabilité qui primait jusqu'alors. Stabilité du régime, très bien, mais là la sécurité, on a vraiment monté en grade avec une criminalisation de toute forme ne serait-ce que de critique du régime, qui était possible
à l'époque précédente de Hu Jintao Wen Jiabao, où il était tout à fait possible de critiquer le pouvoir tant qu'on ne le remettait pas en cause, hein, mais en tout cas au niveau local, où il y avait une série il y avait différentes formes de contestation, de mobilisation qui permettaient parfois aussi de faire évoluer la législation, d'influencer les prises de décision politiques, où il y avait véritablement un dialogue et des formes de négociation entre la société et le pouvoir qui ont aujourd'hui complètement disparu parce que criminalisées. Et peut-être pour expliquer un peu plus ce développement, il faut réaliser qu'après Mao, c'est-à-dire surtout dans la constitution de 1982, on a établi un principe de gouverner le pays sur la base des lois, 依法治国. Et ça a été une phrase très importante qui a donné, qui est devenue une ressource qu'ont utilisé les avocats, les universités, universitaires. Voilà, qu'ont utilisé les universitaires et les avocats pour défendre les droits fondamentaux qui étaient déjà inscrits dans les constitutions de la Chine. Et c'est ce principe c'est ce principe libéral de limiter le pouvoir de l'État et du parti qui a permis aux acteurs de la société civile d'établir une forme de stratégie comme si qui leur a permis d'avancer des idées de réforme politique. Et ça a été très important, je pense, pour réussir à changer les politiques du parti et du gouvernement sur le terrain, par exemple dans des conflits juridiques très spécifiques. Ça a été très important pour défendre les droits individuels, les droits fondamentaux et aussi le droit enfin de critiquer le gouvernement, de faire des demandes, de remontrer. Faire des remontrances, oui. De faire des remontrances. Et alors tout ça, je pense que ça a établi une forme de liberté de la parole très précaire, très menacée par le pouvoir du parti, mais quand même aussi très réelle. Oui, parce que tout à l'heure, avant de l'entretien, vous nous disiez que s'il y a bien des principes libéraux, quelques droits de libre expression, ou de défense contre l'autorité de l'État ou quoi que ce soit, il y a aussi dans la même constitution une sorte de contradiction parce que tout est régi par un parti unique et d'autres principes. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction et est-ce que ça vient contredire l'idée que c'est un totalitarisme ou ça veut juste dire que c'est un totalitarisme avec une constitution ? Alors je pense que dans la constitution, on a toujours le principe de la direction par le parti, du rôle très central du parti, mais pendant l'ère des réformes sous Deng Xiaoping, etc., ça devient un peu moins fort. Et à cause de cette à cause des réformes qui peut-être qui ont mis en avant le pragmatisme en fait, qui mettait l'accent sur le pragmatisme plus que sur le contrôle du parti. C'est pas justement ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est par exemple dans le processus pénal, il est très important que après
à cause des réformes sous Deng Xiaoping, on donne aux accusés le droit de se défendre, d'avoir un avocat, de nier leur culpabilité et tout ça. Et tout ça, c'est très important pour créer un espace de négociation, du moins, pour un contre-pouvoir sur la base de la société civile, des avocats, des professionnels qui s'opposent au pouvoir de l'État. Et je pense que pour comprendre le conflit, la contradiction actuelle dans la Constitution, il faut voir qu'on a toujours ce principe de contrôle par le parti, mais d'autre part aussi des principes libéraux pour s'opposer au pouvoir. On dirait que vous décrivez un régime hybride. On peut dire hybride, oui, c'est vrai. Mais oui. pourtant, il y a aussi un processus, une tendance historique récente, depuis l'arrivée de Xi Jinping, qui semble lisser cette hybridité, l'idée que on soit passé de la stabilité au sécuritaire. Ouais. Et si on continue sur les faits, les vérités dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... par exemple, ce qui est arrivé vis-à-vis de Hong Kong, mais aussi peut-être d'un certain nombre de groupes sociaux, dans le Xinjiang, dans le Tibet, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler des dates, des points historiques où on voit apparaître une tendance où les principes libéraux qui venaient réguler brièvement la société semblent... devenir inefficient. Moi, je pense que, peut-être pour dire les choses un peu différemment, mais qui veulent dire la même chose. La Chine, ou la République populaire de Chine, comme l'URSS avant elle, n'a pas su se penser en dehors des termes de la philosophie libérale. Elle arbore une façade démocratique et républicaine, avec un gouvernement apparemment constitutionnel, fondé sur une constitution, constitution qui elle-même est tout à fait contradictoire, puisqu'elle fait référence à des principes libéraux, notamment les grandes libertés fondamentales, que sont la liberté d'expression, la liberté de réunion, de croyances, de mobilité, etc. C'est exactement la même chose dans la constitution stalinienne, en fait. Et en même temps, elle proclame que le parti est au-dessus du droit, que le parti a un rôle directeur. Et ça a été mis en avant encore plus sous Xi Jinping dans cette fameuse réforme constitutionnelle de 2018, où la question du rôle dirigeant du parti, du rôle central du rôle dirigeant du parti, a été mis en exergue dans l'article 1er de la Constitution. Et ça, c'est un accent extrêmement important. Sous Xi Jinping, le parti dirige tout. Et ça, cette remise au centre du parti, ce caractère central du parti, c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales du totalitarisme, du retour au totalitarisme sous Xi Jinping, avec la question de la sécurité nationale et de la surveillance. Ce sont vraiment les deux piliers. Et le fait qu'on ait à nouveau un égocrate au pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne souffre aucune limite à son pouvoir et qui ne gouverne plus de manière collégiale. Alors, ça s'est traduit dans les faits, non pas immédiatement, enfin, les choses ont été assez progressives. C'est-à-dire qu'au moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a donné des gages à toutes les parties, à la fois aux réformateurs au sein du parti, certains voyaient en lui un libéral, à la nouvelle gauche, aux conservateurs, etc. Et, il y a eu un tournant majeur qui a été, malgré lui, ça a été la fuite du document numéro 9 à l'été 2013. Ce fameux document qui était censé être un document secret auquel ne devaient avoir accès que les cadres, qui déterminait un certain nombre de sujets
qu'il était interdit désormais d'aborder. Donc, je les ai mentionnés tout à l'heure, en particulier la question du constitutionnalisme, la société civile, la question de l'universalisme, des valeurs universelles, la question d'une histoire indépendante. Il y avait aussi le journalisme à l'occidental, c'est-à-dire d'investigation fondée sur les faits, etc. Toute une série de choses qu'il ne fallait pas plus aborder parce que c'était conçu, c'était appréhendé comme une influence occidentale visant à déstabiliser le régime. Et puis, il y a eu une série de tournants répressifs, notamment de la société civile. Il y avait eu, à l'époque de Rouen, une série de... il y avait l'émergence d'une proto-société civile avec des organisations sociales indépendantes dans les faits, qui poursuivaient leur propre but, qui visaient à promouvoir le bien commun. Il y avait, comme Eva va sans doute en parler, des avocats de défense des droits, etc., qui ont été réprimés également. Donc répression de tous les groupes de défense des droits, quels qu'ils soient. Et il y a eu aussi un tournant, notamment vis-à-vis des minorités nationales, Xinjiang, Tibet... Chen Quanguo, qui a été le premier secrétaire du parti au Tibet, est muté au Xinjiang en 2016, et dès 2017, il met en place les camps, comme dit Pékin, de formation, mais qui sont en fait des camps de Laogai, camps de rééducation, par le travail, de la pensée, dans la lignée du Laogai maoïste. Pour assimiler, harmoniser, faire disparaître toute différence de la minorité ouïghour au Xinjiang par rapport au Han, surtout par rapport au parti. Ce qui est visé là, c'est le fait de briser l'identité pour promouvoir une identification totale des Ouïghours avec le Parti communiste chinois. Il faut peut-être quand même souligner que même dans les décennies avant de Xi Jinping, la situation des avocats, des défenseurs des droits humains était très précaire et ils ont toujours été persécutés, mais après l'arrivée de Xi Jinping, ça s'empire tout simplement. Et le changement, la révision de la Constitution dont avait parlé Chloé, ça a été un signal très fort pour surtout les juristes, y compris les juristes dans le livre, He Weifang, Zhang Tianfan, Xu Zhangrun. C'est pour ça, naturellement, que le professeur Xu Zhangrun, en 2018, il écrit un essai qui est publié sur ligne, qui devient viral, qui critique de manière très très directe ce changement, ce retour au totalitarisme qu'on peut prévoir à cette époque-là et qui est bien évident aujourd'hui, je pense. Peut-être que ce serait le bon moment de commencer à discuter du concept de totalitarisme, parce que dans le livre, il est abordé par les auteurs, par des écrivains, des universitaires, à travers des concepts élaborés par exemple par Hannah Arendt, ou des expressions, en tout cas vous, Chloé, François, vous employez l'expression de Claude Lefort, fantasme de l'un. Peut-être que ce que j'aimerais bien comprendre, c'est du coup, c'est quoi la nature, en tout cas diagnostiquée ou décrite par les gens ou par vous, du totalitarisme, de ce totalitarisme, et quelles en sont les caractéristiques. Dans un premier temps, on va faire comme ça, et ensuite après... Comment ça se traduit dans les textes. Comment ça se traduit dans les textes, et puis même dans les institutions réelles.
parce qu'il me semble que si on a repéré une contradiction constitutionnelle entre hégémonie du parti et principes libéraux d'une part, il y a d'autres types de contradictions, y compris dans la conception de la loi, par exemple. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a la loi au sens, disons, libéral, obéissance par consentement à un principe. Et puis il y a la loi au sens plus d'une tradition très ancienne en Chine, du légisme, qui sont les premiers théoriciens de l'Empire, en fait, de l'unification impériale, et où la loi c'est fa, c'est pas la loi à laquelle on obéit par consentement, mais c'est la norme qui, d'une manière quasi instrumentale, technicienne, et imposée par le pouvoir, s'impose et normalise les comportements à travers une bureaucratie, une administration, des fonctionnaires qui surveillent et qui sont eux-mêmes surveillés. Des mesures, des instruments de mesure un peu partout, et bon, je renvoie au livre de Les lois et les nombres de Norman Graziani. Donc peut-être il y a voilà, peut-être que pour comprendre le totalitarisme, il faut comprendre peut-être la loi. Elle a une autre interprétation aussi. Je vous laisse commencer par... Peut-être commencer sur la question des définitions et de voir ensuite comment ça se traduit dans les textes. Alors, oui, moi je me réfère dans l'introduction à la définition de Claude Lefort qui est celle du fantasme de l'un, c'est-à-dire ce qui est visé par un régime totalitaire, c'est la fusion entre ce qu'il appelle l'égocrate, donc en l'occurrence Xi Jinping en Chine aujourd'hui, le parti qui va absorber l'État, la société, que le droit ne vient plus séparer. Pour Lefort, le droit, c'est la séparation symbolique qui constitue des partis, séparés, des entités autonomes, dont le droit vient réguler les rapports, les relations d'obligations, en termes d'obligations et de droits contractuels. Et ça avait commencé à émerger, ça a été un des ressorts extrêmement important de ce qu'on a appelé le mouvement de la défense des droits sous Wen, et qui disparaît complètement sous Xi Jinping. Non pas qu'il n'y a plus de droits, il y a toujours, enfin en tout cas en termes de production légale, elle est toujours très importante en Chine, mais elle ne vient plus du tout faire valoir les droits des citoyens face à la bureaucratie, face à l'État, face à l'administration, face aux entreprises, mais au contraire avec un retour d'une conception punitive de la loi et de sa dimension normative, disciplinaire, etc., qui remonte à sa conception légiste. Donc ce fantasme de l'un, c'est cette volonté d'unité, d'uniformisation, de disparition, d'une forme de pluralisme limité qui existait à l'époque Wen. Et c'est ce mouvement-là qu'on voit par exemple dans l'effacement de la proto-société civile qui avait émergé, dans l'effacement de la différence culturelle, linguistique, religieuse, à travers des politiques extrêmement répressives à l'égard des minorités nationales, tibétaines, ouïghours, mongols, qu'on aborde dans le texte, dans le livre aussi. C'est cette volonté du parti de tout, d'occuper tout l'espace, voilà, et de laisser rien en dehors de lui. C'est ça qui est vraiment important. Après, ça reste toujours un fantasme, c'est-à-dire c'est ce qui est visé. Ça ne veut pas dire que c'est possible dans la réalité. Et il y a toujours de la résistance, c'est bien ce qu'on met en avant dans ce livre, des gens qui pensent, qui résistent en faisant appel à d'autres catégories de pensée, qui maintiennent un esprit critique et qui refusent ce mouvement-là. Donc cette séparation, en fait, et peut-être que là on peut dire ça, peut-être comment ça se traduit dans les textes. Je pense que cette dimension lefortienne, elle est vraiment incarnée par le texte de Wang Lixiong. Oui, justement, je voulais... avant de vous laisser... Avant de revenir sur loi, peut-être justement le texte Maoïsme et paradis terrestre, c'est ça ? Voilà. C'est un texte d'un écrivain qui par ailleurs historien, politiste indépendant, qui n'est pas à l'université. Et là, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il se penche sur la pensée Mao, qui est celle d'après la conquête du pouvoir, c'est-à-dire après 56, quand il est déjà été exclu du pouvoir, etc. C'est la pensée Mao, et
Et il se penche plus précisément sur les fantasmes. C'est presque une vision interne du fantasme de Mao, de réaliser le paradis terrestre et le bonheur du peuple en débarrassant le peuple d'abord de sa subjectivité. De sa subjectivité, de son intériorité, que tout le monde soit un petit Mao, et puis aussi de son égoïsme qui est supposé être le responsable de l'échec du grand bond en avant apparemment, enfin c'est-à-dire de la tentation de rattraper industriellement les pays occidentaux, etc. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le fantasme de Mao, dans le texte Maoïsme et paradis terrestre, il y a quelque chose du fantasme de l'un. Mao fusionnerait avec le mouvement de la foule, et puis la foule, ce serait au fond lui-même, et cela contre la bureaucratie intermédiaire qui en mettrait des bâtons dans les roues de l'accomplissement du bonheur sur Terre. Mais dans la réalité, aujourd'hui, enfin, dans la réalité du fonctionnement et de l'appareil de l'État, que ce soit l'État chinois ou autre, c'est justement l'existence d'une bureaucratie, de fonctionnaires, qui permet de réaliser un contrôle sur la société, d'exercer une surveillance. Et donc là, il y a aussi une espèce de tension ou de contradiction entre le fantasme de l'un appelle à éliminer les intermédiaires, la bureaucratie, fusionner avec la masse, alors que la réalité du gouvernement totalitaire, c'est peut-être aussi la bureaucratie, quoi. Enfin, pas que la bureaucratie, mais en tout cas, sous Mao, le totalitarisme, c'était justement l'abolition. Le parti a failli être complètement détruit sous la révolution culturelle. Donc, de toute forme d'intermédiation entre le leader suprême qui était Mao et la population et la foule. Et pour Mao, et ce que décrit de manière très juste Wang Lixiang, c'est pour Mao la participation démocratique, parce qu'il y avait une référence à la démocratie. Mao a été le premier à parler vraiment de démocratie. Tamingta Fangta Zobao, la grande démocratie, c'était ça. C'est la participation d'un peuple habité de la pensée Mao. C'est-à-dire que les individus n'ont plus d'individualité, plus de subjectivité. Ils mettent en pratique la pensée Mao. Ils sont les vecteurs de la pensée Mao. Et in fine, ils s'identifient complètement à Mao et en sont quelque part des répliques. Donc c'est cette abolition, encore une fois, de la séparation, non seulement entre le leader et la société, mais entre les individus qui est mis en avant, c'est cette fusion à l'extrême, le fait de ne faire plus qu'un. Voilà. Donc peut-être que tu veux rebondir sur la question. Je pense que ce que vous venez de discuter, ça montre aussi que la bureaucratie, elle peut être un contre-pouvoir contre les autocrates. Ça se voit aussi dans d'autres processus d'autocratisation, par exemple l'érosion démocratique dans d'autres pays. Mais aussi en Chine, je dirais que ça montre très bien que la bureaucratie, les règles, le droit, les lois, c'est d'une façon de parler, bien sûr c'est un instrument du pouvoir, mais d'une autre perspective, on peut dire aussi que ça peut devenir une forme, un instrument de régler le pouvoir, de limiter le pouvoir, et même... De faire des frictions. Voilà, et même le légalisme ancien de la Chine, il comprend très bien cette tension interne de l'idée du droit. Et ça se voit aussi aujourd'hui parce que cette idée du droit de régler, de limiter, de faire conformer à des règles tous les bureaucrates, tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires du parti, c'est très important pour échapper de l'ère Mao, très chaotique, très tyrannique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de manière complètement caricaturale que Mao, c'est un totalitarisme de la fusion qui ne fonctionne pas du tout et qui fait le chaos, alors qu'il y a une aspiration chez Xi Jinping d'un totalitarisme qui fonctionne par la conformation
Oui et non. De la bureaucratie. Oui et non. Je dirais que c'est vrai. Évidemment, Xi Jinping, dans l'ère de Xi Jinping, le loi est devenu très important et on ne va pas voir cette complète négation de l'idée du droit que l'on a pu observer à l'ère Mao. Mais d'autre part, je dirais que les méthodes les abus les plus forts sous Xi Jinping, ce sont des abus qui sont en dehors du droit, qui sont contre les lois propres du parti, de l'État-parti qui existent maintenant, par exemple les violations de la procédure pénale, tout ça. Donc il y a encore l'écart entre la loi et le fait, quoi. Absolument. Ce qui est censé être un critère de totalitarisme, c'est que l'un et l'autre s'écrasent. Oui. Et rappelons que, par exemple, Ernst Fraenkel a analysé un système totalitaire, le système de l'Allemagne nazie, comme un État dualiste, n'est-ce pas ça se dit dualiste. Dualiste, voilà. C'est-à-dire un état prérogatif, mais aussi un état normatif qui coexiste. Et je pense que l'on peut observer la même chose dans la Chine d'aujourd'hui, dans la Chine actuelle. Et surtout cette tendance de violer les lois qu'a fait le parti, qu'a fait le système. C'est très prononcé et évidemment les juristes, les avocats s'opposent à cette tendance prérogative, cette tendance anti-légale. Quand vous dites prérogative, vous voulez dire qu'on n'en passe pas par la loi pour agir. Voilà, c'est prérogative, c'est hors la loi. Arbitraire. D'accord, arbitraire. Voilà. Okay. Discrétionnaire. L'État, discrétionnaire, l'État prérogatif selon Fraenkel. Fraenkel, c'est les mesures arbitraires et discrétionnaires. Voilà. Et c'est pas des mesures d'exception. C'est pas conçu comme dans le droit, c'est-à-dire... C'est pas conçu, c'est pas... il y a beaucoup d'exceptions dans le droit dont Chloé avait parlé. Par exemple, à partir de 2018, on commence à mettre beaucoup plus d'exceptions dans le droit pénal et le droit de la procédure pénale pour permettre plus de discrétion à l'État, mais en même temps, il y a beaucoup de mesures qui sont complètement en dehors du cadre du droit. Par exemple, ce qui se passe à Xinjiang, c'est des détentions, des internements. Donc Xinjiang, c'est là où sont... Enfin, c'est la région où peuplée principalement par les Ouïghours et où il y a le plus de camps de redressement, comment ils s'appellent, Laogai. Ils appellent ça des camps de formation. Enfin, des centres de formation. Selon la terminologie du pouvoir chinois, c'est des centres de formation. Okay. La transformation par l'éducation, voilà. Et c'est ça en fait, la réalité, c'est l'attente. Il y a quelques lois, quelques règles qui sont citées par le gouvernement comme base pour ces mesures, mais en effet, il y a point de justification juridique ou légale pour la détention d'un numéro vraiment énorme de personnes pendant une période. Et donc, ça montre très bien que l'État chinois aujourd'hui, il utilise le loi, mais aussi la négation totale du droit. Peut-être pour incarner cette question des lois, de leur transformation, il y a une des personnes qui fait partie, un des contributeurs de ce recueil. Ils ont donné peut-être leur accord, je ne sais pas, mais en tout cas, vous dites que vous les prenez du domaine public, ces articles, et que voilà, ils ne sont pas forcément au courant qu'ils sont édités dans ce livre. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Shou Po-chung,
qui est hongkongais. Et du coup, cette personne, bon, elle va parler du rapport entre libéralisme et patriotisme, et essayer de discuter de la relation, etc., entre les deux. Peut-être on pourra en parler. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler de l'évolution de Hong Kong depuis Xi Jinping, en fait depuis 2014 au moins, c'est-à-dire depuis qu'un certain nombre de lois sont passées pour réintégrer Hong Kong avant 2047, c'est-à-dire la date de réunification prévue par les discussions avec l'Empire britannique, il me semble, enfin j'ai oublié exactement le détail. Parce que justement ça c'est très concret, et tant que nous à lundi matin on avait beaucoup publié sur le mouvement des parapluies, mais aussi évidemment en 2019 les révoltes à Hong Kong, on a eu pas mal contre les lois le projet de loi d'extradition, c'est-à-dire que si je rappelle la chose, c'est que le gouvernement pouvait envoyer des personnes jugées comme pour des crimes en Chine continentale, hors de Hong Kong. Donc en fait, la main ou la présence du gouvernement et des lois de la Chine continentale venait de plus en plus s'hybrider dans le gouvernement de Hong Kong. Et donc peut-être est-ce qu'on peut parler un peu de ces étapes, si vous le voulez bien, juste pour voir finement comment ça arrive lentement, cette tendance totalitaire, cette tendance constitutionnelle paradoxale, etc. Si ça vous... Oui, je pense que Hong Kong, c'est un bon exemple de la manière dont l'État chinois, l'État parti, utilise le droit à des fins d'absorption, d'assimilation et d'imposition de son propre pouvoir. Ce qui faisait la spécificité de Hong Kong, c'était son état de droit, qui est un legs de la colonisation britannique, et qui faisait la fierté, l'identité de Hong Kong. C'était justement le fait qu'il y ait une séparation des pouvoirs, une justice indépendante, où siégeaient des juges qui venaient de tout le Commonwealth, enfin des pays qui est régi par la Common Law, et avec un attachement très profond de la population aux libertés civiles. Ce qu'a fait Pékin, ça a été notamment via l'imposition de la loi sur la sécurité nationale le 30 juin 2020, qui a été imposée par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Pékin, qui a imposé cette loi en annexe de la Basic Law, c'est-à-dire de la mini-constitution de Hong Kong, court-circuitant ainsi le LegCo, c'est-à-dire le Parlement hongkongais. C'est une sorte de hacking constitutionnel. Voilà, pour, si vous voulez, mettre en place un État policier qui est de plus en plus dirigé directement par Pékin, via de nouvelles institutions, des institutions anciennes dont les fonctions ont évolué, comme le bureau de liaison, ou des nouvelles institutions liées à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale. Et il y a des juristes qui ont analysé ce processus comme un développement vers un état dual à Hong Kong. Parce qu'à Hong Kong aussi, il y a cette tendance d'utiliser les lois comme la loi sur la sécurité nationale, mais aussi d'utiliser des techniques plus informelles pour mettre des pressions sur les dissidents. Parce que je me souviens qu'il y avait des arrestations de libraires ou des disparitions de libraires dans la période précédente. C'était avant, n'est-ce pas? C'était avant 2015, c'était en 2015. Et ça aussi, ça montre très bien que de la perspective des Hongkongais qui évidemment connaissaient très très bien le système de la Chine continentale parce qu'il était tout proche, c'était une perspective très menaçante de pouvoir être disparu par le gouvernement central de la Chine, par les
les autorités du gouvernement central, parce qu'ils savaient ce que ça veut dire. Ça veut dire disparaître et être détenu dans des endroits sans avoir accès à des avocats et peut-être être torturé. Donc, évidemment, c'est des mesures qui ne sont pas permises par le droit de la Chine continentale non plus, mais c'est une pratique très, très ordinaire, très comment dire, très normale. Et alors, c'est à cause de ce menace du système continental, je pense que la population de Hong Kong s'est vraiment opposée au plan de importer le système de la Chine continentale à Hong Kong. Là, je voudrais faire un saut, mais d'un étage, c'est-à-dire que revenir sur le fait que dans votre livre, ce sont des universitaires, des intellectuels, etc., et que généralement, quand ils parlent de la Chine, du gouvernement, des lois, etc., eh bien, ils en parlent de manière pas forcément directe, parfois de manière détournée, justement pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire cette tentative de parler, de critiquer, mais sans que ça se voit trop, ou en tout cas pour que ce soit suffisamment pas explicite pour éviter la répression. Et justement, je m'étais posé plusieurs questions, c'était par exemple pourquoi Cho Po-chong, le hongkongais, pourquoi en 2020, à ce moment-là, pourquoi il tient une conférence sur le patriotisme ? C'est-à-dire, pourquoi il parle de ça ? Quel est le rapport ? Comment comprendre cette articulation ? Oui. Il y a deux choses dans votre question. Il y a, d'une part, comment s'exprimer en résistance, enfin s'exprimer quand on pense en résistance, donc les moyens d'expression. Exactement. Et d'autre part, la question du thème. Du thème. Justement, pour ne pas s'auto-censurer, ces auteurs souvent utilisent des moyens indirects pour s'exprimer. C'est-à-dire ne pas renoncer à ce qu'on a envie de le dire, mais le dire autrement pour que ça puisse être entendu et pour se protéger soi et les autres. Juste, je me permets de faire une citation de Mallarmé qui dit le tyran autorise à la seule chose intéressante l'allusion et la métaphore. L'allusion et la périphrase, pardon. Et la périphrase. En gros, oui, il y a une stylistique de la résistance, quoi. Alors, dont beaucoup des auteurs qu'on publie utilisent ce type de procédé. Il y en a plusieurs. Au niveau stylistique, il y a l'utopie, il y a l'uchronie, c'est-à-dire déplacer ailleurs, dans un autre temps, ce qu'on essaye d'analyser dans le temps présent chez soi, alors que c'est pas possible d'en parler directement. Notamment le texte de Masao Murayama qui parle du Japon fasciste des années 30, militariste, etc., qui est repris par Suchilin, donc c'est un des intellectuels qu'on publie là, pour parler de la Chine d'aujourd'hui. Suchilin, c'est un historien qui parle de la pensée, de la pensée, un philosophe qui parle d'un philosophe japonais pour parler de la Chine. C'est ça, qui parle d'un penseur libéral japonais, Murayama Masao, et d'un texte que ce penseur japonais a écrit sur qui analyse le Japon militariste des années 30, et donc fasciste aussi, alors que lui-même a été formé dans la période précédente, éclairé, que lui-même se sentait libéral. Et donc, je pense qu'il y a une forme d'identification de Suchilin avec Masao,
parce que lui-même est un penseur libéral qui essaye de pas trop le dire, mais qui est qui en tout cas un penseur indépendant, critique, et qui, à mon avis, s'identifie avec Masao dans le Japon des années 30. Ce qui fait que ces textes apparaissent, si on les pense politiquement, etc., vraiment comme des labyrinthes presque à la Borges, des niveaux de niveaux, puisque Su Xiling, donc le philosophe chinois, qui parle de Maruyama, le philosophe japonais, va écrire par exemple que Maruyama cite son maître de la période libérale, après, de l'ancienne période libérale, et met en avant son maître, Fukuzawa, qui devient dans le texte une métaphore de lui-même, Maruyama, pour dénoncer son présent, ce japonais, pour dénoncer son présent, la guerre qui vient de se passer, le militarisme, l'impérialisme japonais, fait référence à un personnage de la période libérale d'avant la période militariste, mais ce personnage devient une métaphore de lui-même, c'est-à-dire de ses propres opinions au présent, alors que même que ce personnage japonais, donc Maruyama, est le masque peut être interprété comme le masque de cet auteur chinois, Su Xiling, qui écrit l'article. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que le labyrinthe stratégique pour pouvoir parler du pouvoir, parfois, il est extrêmement élaboré. Et surtout, ce qui est, à partir du moment où on parle comme ça de manière indirecte, comprennent qui pourra, c'est-à-dire ceux qui comprennent, c'est ceux qui ont les clés. Et qu'une grande partie du sens est co-créée entre celui qui écrit le texte, donc l'auteur, et le lecteur dans la réception. Et donc une partie du sens est hors texte et engage la participation active du lecteur, qui, en étant actif, devient conscient et dans une position qui n'est pas passive, qui est déjà une prise de conscience, qui est le premier pas parfois vers une forme de résistance lui-même. Donc je pense que justement l'écriture indirecte est un pouvoir de conscientisation extrêmement fort, justement par ces techniques indirectes, qui impliquent la participation active du lecteur dans la réception. Et ça, c'est déjà un des mécanismes qui vise à susciter la résistance chez les auteurs. Mais de fait, le résultat est assez incertain, parce que justement, pour pouvoir comprendre, il faut avoir un minimum de clés. Et c'est aussi un des enjeux de ce livre, qui est de fournir, à travers toutes les présentations qui précèdent les textes que nous avons traduits, des clés aux lecteurs français pour comprendre le langage crypté d'une résistance. Les langages plus ou moins cryptés. Après, on a des textes qui sont tout à fait explicites, directs. On parlait à l'instant de celui de Wang Yixiong sur qu'est-ce que le totalitarisme maoïste. Lui, il est hors système. C'est un intellectuel même indépendant. Même ce texte, vous pouvez se demander, il parle de la pensée Mao, donc il parle de fantasme totalitaire, mais il en parle peut-être précisément au moment où on parle de la pensée Xi Jinping. Alors, c'est-à-dire sa démarche, c'était de... Alors, Xi Jinping s'est référé à nouveau à Mao. Il a réhabilité la période Mao, alors que la période précédente, l'accent était mis sur la question des réformes, de l'ouverture, etc. Lui, il dit il faut être fier de la pensée Mao, de la période maoïste qui fait une partie intégrante de notre histoire. Et la question que pose Wang Yixiong, c'est mais à quel Mao Xi Jinping se réfère, parce que Mao est un personnage complexe. Il y a eu différentes périodes du maoïsme, lui-même est passé par différentes stratégies, différentes périodes de pensée. À quel Mao exactement se réfère Xi Jinping? C'est justement pas au Mao de la révolution culturelle, au Mao qui s'appuie sur la mobilisation, et on est dans une autre forme de totalitarisme aujourd'hui qui, comme le rappelait Eva tout à l'heure, est beaucoup plus centré sur les institutions, le contrôle, donc un totalitarisme plus stalinien en quelque sorte.
je sais pas, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ces questions-là, Eva, non? Je pense que tu as tout à fait raison, que c'est une méthode d'inviter la résistance, les pensées de résistance parmi les lecteurs, qui est utilisée par pratiquement tous les auteurs inclus dans le livre. Et je pense que pour Wang Qi-xiong, oui, tu as raison, je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens en Chine à l'époque, quand Xi Jinping rétablit la période Mao, qu'est-ce qu'il veut nous signaler, et je pense que parmi les juristes aussi, il y a beaucoup de discussions un peu semblables. Enfin, on comprend très bien que c'est quand même une forme de rentrée aux idées de totalitarisme. De rentrer, qu'est-ce que tu veux dire? Aux idées de gouvernance totalitaire. Oui, peut-être prendre des exemples aussi chez les juristes. Très concrètement, par exemple, He Weifeng, par exemple, qu'est-ce qu'il entend par constitutionnalisme, etc. Voilà, c'est le texte de He Weifeng, c'est de 2013, c'est-à-dire tout au début de l'ère Xi Jinping. Et à l'époque, on se demande toujours s'il sera possible de continuer avec les réformes libérales qu'avait commencé Deng Xiaoping, Deng Xiaoping, et surtout le constitutionnalisme, cette idée de limiter le pouvoir par les lois, par le droit, par les droits fondamentaux de la Constitution. Et alors, He Weifeng, il analyse cette question. Si la pensée constitutionnelle sous Xi Jinping va changer de direction. Tout au début de l'ère Xi Jinping, il y a des tentatives de protéger, de renforcer, de défendre le constitutionnalisme dont on a parlé. Mais il devient clair très très vite que les idées de Xi Jinping, qui vont être soutenues par un nombre d'universitaires très proches du parti, sont complètement différents. C'est des idées qui, d'une manière de parler, rentrent à l'idée maoïste du pouvoir total du parti, mais de l'autre côté aussi s'appuie sur la pensée, par exemple, de Carl Schmitt, c'est-à-dire d'une conception de la relation entre le pouvoir politique et le droit, où il est très clair que le pouvoir politique est suprême. Et c'est cela qu'on peut observer pendant les années premières de Xi Jinping jusqu'à le changement de la Constitution en 2018. Et puis il y a aussi le texte de Zhang Qianfan sur les rapports entre liberté et égalité, ces deux concepts qui sont au fondement de la modernité, qui essaye de remettre un peu les choses, de redonner sens à ces concepts et à mieux les définir à un moment donné où ils sont souvent mal compris en Chine même. Il rappelle que le contexte, c'est que évidemment Mao, comme tout dirigeant communiste, a mis avant tout l'accent sur la question de l'égalité.
mais enfin en tout cas de façon théorique, tout en ayant pendant toute la période maoïste justement mis en œuvre dans les faits des politiques extrêmement discriminantes, tout sauf égalitaires. Par exemple, les rapports entre les campagnes et les villes, les paysans et les urbains étaient des rapports extrêmement inégalitaires, puisque les paysans devaient dégager les surplus qui devaient servir à financer le bol de riz en fer des urbains et l'industrialisation des villes, et qui était par la même une sorte d'esclave en fait du régime, et en même temps donc le maoïsme met l'accent sur l'égalité au détriment de la liberté, pour dans les faits mettre en place une politique extrêmement discriminante et inégalitaire, c'est-à-dire que ni l'égalité ni la liberté ne sont réalisées. La question c'est encore une fois, dans un contexte où ces concepts restent extrêmement flous en Chine, remettre Zhengmin, c'est-à-dire définir les termes. Il dit il faut absolument qu'il y ait une égalité juridique et politique des citoyens qui soit posée en premier. C'est l'égalité des citoyens devant la loi. Et une fois cette égalité formelle posée, peut se poser la question de comment mettre en œuvre l'égalité. Sur le plan socio-économique. Et lui se place plus dans une perspective de social-démocrate, comme Zhou Baosong d'ailleurs, Zhou Bochong, qui est de dire cette égalité, elle ne peut être que relative, mais elle doit, c'est ce qui a été théorisé par ailleurs à travers la question de l'État-providence, du welfare state, etc. John Rawls, Rawls en particulier aussi. Préservation de certaines inégalités. Marshall, T.S. Marshall, Pierre Rawls. Voilà, et donc ce sont des référents, c'est-à-dire que l'État est là pour garantir un seuil minimum d'égalité entre les citoyens, au-delà duquel formes d'inégalité peuvent s'épanouir, de différences peuvent s'épanouir. Et ces rappels sont extrêmement importants à un moment où, il faut bien le rappeler, la Chine est devenue un pays complètement capitaliste, une forme de capitalisme d'État, et où des inégalités extrêmement importantes se sont épanouies avec les réformes. Et dans ce contexte, beaucoup d'intellectuels, certains intellectuels qui se revendiquent également du libéralisme, disent que en fait le marché va être la solution à tout, c'est-à-dire qu'ils prennent le contre-pied de l'égalitarisme maoïste pour nier toute forme d'égalité et s'en remettre complètement à une forme de liberté qui n'est pas une liberté régulée, qui est une forme de libertarianisme, dans la lignée de John Rawls. Et donc Zhang Tianfan a à cœur de rappeler cette question de l'égalité juridique politique des citoyens devant la loi comme substrat essentiel pour penser l'égalité en termes de justice sociale, et surtout Eva va sans doute vouloir compléter. Non, j'ai pas tout dit. La question, c'est aussi la question de la justice sociale aujourd'hui dans une Chine qui est extrêmement inégalitaire. Oui. Mais vas-y. Non, je pense que tu as dit tout. Merci. Alors peut-être une dernière question. Je sais pas combien de temps ça fait. Oui, ça fait à peu près 1 heure. Ouais. 1h15. Ouais, bon alors une dernière question. Normalement ça 1 heure. Ma dernière question, elle est peut-être un peu générique et elle part d'une sorte de représentation qui est une sorte de préjugé qu'on peut avoir sur la Chine, mais qui est aussi parfois un argument. L'idée que, au fond, culturellement ou même philosophiquement, la Chine n'aurait pas développé des concepts qui lui permettraient de penser l'individualité, la subjectivité, et donc finalement ce qui rend possible une certaine pensée libérale. Et en même temps, non seulement tous ces auteurs montrent que c'est pas le cas, mais il y a peut-être aussi un travail idéologique de d'effacement de certaines traditions de pensée
justement d'autonomie par rapport au pouvoir, d'individualité, d'individuation, etc. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y a uniquement besoin, et est-ce que les auteurs font uniquement des références à des concepts, à des instruments occidentaux, liberté, égalité, etc., pour penser un régime libre, un régime sans oppression, ou est-ce qu'il y a aussi un fond culturel propre duquel ils peuvent s'autoriser pour critiquer le pouvoir, mais aussi pour s'en défaire, en être indépendant. Si je pose cette question, parce que c'est présent, mais de manière détournée, à travers justement l'exemple de ce japonais dont on parlait tout à l'heure, Murayama Masao, puisque lui, justement, il soutient pour le Japon que si un certain nombre de concepts occidentaux venus de la colonisation et des rencontres et des échanges ont eu du succès dans le Japon, c'est du fait aussi d'un substrat culturel propre, du fait d'une sensibilité, d'une résonance à certains éléments qui venaient de l'extérieur, et qui permettaient de penser un pluralisme, mais aussi de manière interne. Voilà, ma question est peut-être un peu abstraite, mais qu'est-ce que vous en pensez en tant que sinologue? Je dirais que, par exemple, on peut voir aussi dans le texte de Xu Jiangrun qui analyse les pensées en résistance du point de vue de la philosophie occidentale, mais aussi chinoise, de la tradition philosophique chinoise, et qui propose d'une manière très claire, je pense que penser en résistance, développer des idées de manière autonome et s'opposer au pouvoir, aux abus, c'est quelque chose que l'on trouve et dans la tradition chinoise et dans la tradition occidentale. Donc, je pense qu'il y a plein de textes qui vraiment soulignent, qui accentuent le fait que cette idée d'un Orient du nazi qui est collectiviste envers l'Occident individualiste. C'était ce préjugé-là que je voulais vous faire défaire un peu. Oui, c'est simpliste, c'est vraiment... ce n'est pas du tout... reprendre le dualisme mis en place par le Parti communiste qui oppose de manière extrêmement simpliste la Chine et l'Occident, les particularités chinoises et l'universalisme occidental, c'est-à-dire une pensée occidentale qui... En fait, derrière ma question, il y a ce problème de... d'instrumentalisation stratégique politique des idées ou des valeurs qui pourraient avoir un sens universel, comme si c'était au fond une espèce de simple vision culturelle particulière et provinciale de l'Europe, par exemple, qui n'aurait pas de valeur pour d'autres pays orientaux, etc. Et non seulement, évidemment, c'est compliqué de dire que une pensée d'universalité, de la pluralité est en même temps, en fait, un étendard identitaire pour un pays ou une zone géographique déterminée. Mais c'est des arguments qu'on entend. Et donc pour le défaire, il y a soit de dire c'est faux, mais aussi de rajouter, mais en fait en Chine, même dans les concepts développés par les Chinois eux-mêmes, sans contact avec d'autres civilisations, d'autres cultures, etc., il y a des concepts qui permettent de penser l'autonomie, pas seulement ça, mais de la pratiquer, et des auteurs par exemple qui sont pas impériaux comme Han Fei, mais qui sont anarchistes comme Chuang Tzu par exemple. Bref, c'est juste pour vous. Et du coup, quel genre de concepts en chinois permettent de penser ce... C'est surtout...
Je pense que la plupart des auteurs, et en tout cas c'est très clair pour la première, Tzu Chong-yun, ce sont évidemment des auteurs qui ont été influencés par le libéralisme, surtout dans les années 80 ou 90, mais qui ont toujours eu à cœur de montrer que c'était pas une pensée occidentale, mais qu'on pouvait aussi en trouver des racines dans certaines traditions chinoises, puisque la pensée chinoise, ça n'existe pas, il y a différents courants de pensée, etc. Et donc, ils ne voyaient pas le libéralisme comme une pensée occidentale, mais comme comment dire, une pensée qui se disait autrement, mais avec la même signification, les mêmes, voilà, dans la pensée chinoise. Et donc voilà, et si vous voulez, aujourd'hui c'est très important d'avoir ce débat parce que on est dans une période où le Parti communiste chinois entend utiliser un certain nombre un discours qui vient des études post-coloniales qui dénoncent justement l'imposition d'un discours colonialiste venant d'Occident sur des sociétés qui auraient été soumises par la pensée, qui est une forme de domination, qu'à travers les concepts, les théories, il y a des formes de domination, d'imposition, de grilles de lecture qui ne sont pas celles des pays, etc. C'est une critique tout à fait justifiée, qui par ailleurs peut être discutée. La question, c'est que comment ce type de discours est instrumentalisé aujourd'hui politiquement par le parti dans un contexte où justement il s'emploie à faire disparaître toute forme de pluralisme de la pensée en éradiquant tout ce qui vient d'Occident, toutes les théories occidentales, tous les concepts, en exerçant la censure, en exerçant le contrôle via le parti, via la surveillance au sein des universités, etc., en insistant sur la question de la conformité idéologique de tout ce qui est produit, etc. Et il y a ce désir de revanche nationaliste que le parti essaye d'instaurer dans la population, en particulier chez les intellectuels, de prendre sa revanche contre, soi-disant, des théories qui seraient occidentales et qui ne diraient pas... qui seraient des théories de la domination occidentale, qui ne diraient pas leur nom, etc. Je pense que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, la vraie pensée, et ça, beaucoup de chercheurs chinois... Enfin, moi, j'avais aussi travaillé là-dessus, j'avais publié on avait fait un numéro spécial de China Perspective en 2018 sur ces questions de rapport entre pouvoir et savoir. La recherche, elle se fait scientifique, elle se réfère avant tout à des méthodes, à des concepts qui sont discutés, à des théories qui sont discutées dans un dialogue avec d'autres penseurs et en rapport surtout avec la réalité empirique aussi. Bref, le savoir sur la Chine, il est co-construit, et dès qu'on oppose un savoir occidental à un savoir chinois, on n'est plus dans le savoir, on est dans l'idéologie. Enfin, moi j'ai eu la chance de me former, d'être formé et de travailler pendant 25 ans sur le terrain chinois avec des chercheurs chinois dans un espace un peu plus libre, plus pluraliste. Le savoir était co-construit. On n'était pas dans l'idéologie, justement. Aujourd'hui, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, justement parce qu'on est revenu dans un système totalitaire où l'idéologie est remise au premier plan, dans ce contexte de disparition du pluralisme, et où le parti vise à faire disparaître toute forme de théorie, de concept, etc., qui permettrait d'avoir une pensée critique, de prendre du recul par rapport à ce qui est dit, etc. Et dans ce contexte-là, ce sont aussi il y a une instrumentalisation du discours postcolonial à des fins politiques, à des fins idéologiques. L'idée étant évidemment aussi de remplacer les concepts occidentaux, les théories occidentales, par, ce qui est entre guillemets, je reprends là le discours du pouvoir, moi pour moi c'est pas occidental versus chinois, par le discours du parti. Et peut-être pour finir avec un mot sur Zhou Pochong, donc Zhou Baosong, de son nom mandarin,
Ce qu'il dénonce aussi dans son texte, c'est cette nouvelle forme de colonialisme du pouvoir du Parti communiste qui, à travers ses propres catégories dont il tente d'imposer le sens, notamment il se concentre sur la question du patriotisme, réinstaure une forme de colonialisme à Hong Kong. Le colonialisme qui passe par la transformation du régime hongkongais qui était une semi-démocratie et un état de droit vers un régime de plus en plus autoritaire. Et donc, et c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à Miloš, à travers ces catégories imposées par le pouvoir. Donc là, en l'occurrence, la notion de patriotisme, c'est le pouvoir politique du parti qui est imposé. Et justement, ce que le parti vit, c'est l'impossibilité de penser en dehors de ces catégories. Donc dans son texte, Cho Po-chung, en fait, c'est la retranscription d'une conférence qui a été donnée au moment du Covid, justement au moment, juste quelques mois avant l'imposition de la loi sur la sécurité nationale, mais dans un contexte où Pékin mettait déjà l'accent sur le fait que seuls les patriotes pouvaient gouverner Hong Kong. Hong Kong devait être gouverné par des patriotes. Et qu'est-ce qu'il entend donc par patriotisme ? Qu'est-ce que le pouvoir entend par le patriotisme ? Le patriotisme, l'identification totale au parti, la loyauté totale au parti, versus qu'est-ce que c'est que le patriotisme, selon Cho Po-chung et d'autres philosophes, dans un sens libéral, c'est de justement être capable aussi de s'opposer au parti au nom d'une idée supérieure de ce que c'est que la patrie. Je tiens à préciser que le mot libéral, on l'a employé surtout au sens juridico-politique et pas au sens économique on définit pas, on décrit pas par libéral le capitalisme et son fonctionnement et les lois du marché. C'est juste parce que parfois il y a une fusion des deux, parfois il y a une coïncidence des deux, mais en fait là on a un capitalisme d'État et même, vous avez dit, une sorte de pratique de marché complexe, qui balaye les droits et les libertés libérales. Mais c'est une des questions qui est d'ailleurs aussi également abordée dans le texte de Jiang Tianfan. Il dit que beaucoup de libéraux chinois identifient le libéralisme économique dans la tradition hayekienne, pour laquelle il y a une loi du marché interne, une logique interne au marché qui fait que l'égalité procédera d'une liberté totale du marché, en fait. Et c'est pourquoi il faut poser la question si l'égalité peut être justifiée au moment de ce texte par Jiang Tianfan, parce que il y a cette très forte idée de libéralisme économique qui rejette, qui dénonce vraiment l'idée d'une égalité, de la démocratie sociale, etc. Puis-je observer peut-être ou ajouter un petit peu sur le sujet de l'idéologie du parti, de cette tendance de réclamer la tradition chinoise comme une tradition qui est opposée aux idées occidentales de l'individualisme et tout ça. Je pense qu'il est très, très important aussi de voir qu'il y a des idées dans la tradition chinoise et aussi des pratiques actuelles qui sont traditionnelles mais aussi individualistes. Par exemple, la conception du I, du devoir, de la justice, du devoir même de faire des remontrances, par exemple, et aussi les pratiques des remontrances de Shen Yuan, des pétitions. C'est une pratique totalement traditionnelle, mais aussi très individualiste et très confrontative. Donc, on peut toujours observer que le parti, les autorités, quand ils réclament la tradition chinoise, ils
supprime toutes les interprétations de la tradition chinoise qui s'opposent au pouvoir. Ça aussi, je pense que c'est très important.